Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir Sandrine Godefroy Evangelista dans ce podcast. Sandrine a un parcours hors du commun et nous livre pendant près de 45 minutes une masterclass sur l'humain, la vie et le développement personnel. Peut-être que vous l'avez déjà entendu à l'antenne de Radio France il y a quelques années, ou encore sur son podcast Business for Good. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'entendre. Sandrine est une femme passionnée qui a su trouver sa mission de vie, peut-être justement grâce à son parcours atypique et son enfance en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de dirigeants qu'elle a accompagnés avec son entreprise Leaders for a Good Planet. Ensemble, c'est tout naturellement que nous avons déroulé le fil de sa vie pour comprendre pourquoi et comment elle a trouvé du sens en aidant les autres à atteindre leur potentiel. Elle est spécialiste des transformations à grande échelle et elle a travaillé pour des groupes de taille internationale comme Accor. Je ne peux que vous inviter à aller visiter son tout nouveau site internet sur lequel elle a le souhait de transmettre une grande partie de ses connaissances et de ses expériences. Je vous laisse découvrir le parcours de cette femme au parcours singulier en vous souhaitant une très bonne écoute. Bonjour Sandrine. Bonsoir. C'est vrai, bonsoir maintenant à cette heure-ci. Bonjour d'ailleurs, Émeric. Je suis tellement content de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. On a été mis en relation par Caroline Mignot, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'écouter son épisode. Et j'ai plein de questions pour vous. Quand j'ai découvert votre parcours, je ne savais pas par quel bout commencer. Donc je vais commencer par la première qui m'est venue en lisant une phrase qui m'a interpellé, une citation de Galilée sur le leadership et l'innovation. On ne peut rien apprendre aux gens, on peut seulement les aider à découvrir ce qu'ils possèdent déjà en eux, tout ce qu'il y a à apprendre. Pourquoi vous aimez cette phrase ? Parce que je crois qu'on est dans une société dans laquelle on a appris à faire, on a appris plein de choses, on a appris des compétences, on a appris à étudier, à avoir des diplômes pour ceux qui en ont, et on a appris surtout qu'il fallait faire pour obtenir des résultats. Donc, on est conditionné par cette notion de toujours vouloir faire des choses pour obtenir des résultats et pour réussir professionnellement. Alors moi, je crois que, et d'ailleurs, c'est ce que on observe ces derniers mois et années suite à la crise sanitaire, l'enjeu, c'est d'être, pas de faire. Et ça s'apprend pas à l'école. On nous apprend pas du tout à mieux nous connaître, à savoir quels sont nos talents naturels, pas ceux qu'on a appris. Je différencie vraiment les talents des compétences, parce que les talents, c'est quelque chose qu'on a déjà. Les compétences, c'est quelque chose qu'on acquiert. Et puis également, comment on fonctionne avec d'autres, donc comment on fonctionne dans un contexte professionnel, comment on fonctionne dans un environnement professionnel, et à quoi on sert, pourquoi on se lève le matin, comment on peut contribuer plus et mieux à être utile et à se sentir aligné avec nos valeurs, avec le sens qu'on a envie de mettre à notre vie de façon beaucoup plus large. Donc pour moi, cette phrase, elle synthétise tout ça. Très clair. Alors, on va revenir justement sur la recherche de sens après, et ce que vous venez d'évoquer. J'aimerais qu'on revienne à la base, en ce qui vous concerne, qu'on parle de votre enfance. Comment est-ce que vous pouvez la décrire ? Quelle enfance vous avez eue ? Et quel genre d'élève vous étiez ? Alors j'ai une enfance très atypique puisque je suis française, mais j'ai rencontré la France à l'adolescence. Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. Et donc je suis née en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mes parents étaient expatriés, donc j'ai vécu mon enfance en expatriation. Et j'avais une maman qui était dans le courant Steiner, Montessori, les écoles un peu libérées, atypiques, etc. Et du coup, en fait, j'ai intégré une école normale quand je suis rentrée en France à l'adolescence. Donc, en fait, comment c'était l'école ? Ben, c'était dans le salon de la maison. On vivait sur une station de recherche puisque mon papa était ingénieur agronome et donc spécialisé dans l'agronomie tropicale. Donc on vivait au milieu de nulle part dans des stations de recherche et ma mère faisait l'école
pour tous les enfants avec tous les niveaux. Et la classe, c'était le salon dans la journée, en fait. Donc, on poussait des tables, etc. Et donc, moi, j'ai eu cette chance, parce que ça a conditionné tout le reste, de jamais voir l'école comme quelque chose de pénible, de lourd, de chiant, disons-le. Puisque, en fait, j'ai eu cette vision tout de suite de apprendre, c'est fun. On peut le faire avec de la liberté, on peut le faire avec qui on est. Et donc, c'est ça qui, en fait, ensuite, quand j'ai dû rentrer dans des cases, parce qu'à un moment, j'y suis rentrée même très fort, je me disais, mais non, je sais qu'un autre chemin est possible. Hmm. Et ça s'est passé comment, du coup, le retour en France? Ça a été très, très dur. Clairement, ça a été très, très dur parce que, déjà, j'avais aucun repère culturel. Puis à l'adolescence, on en a besoin. Et en fait, pendant toute une partie de ma vie, j'ai dû quelque part renier ce passé-là pour pouvoir me reconstruire, enfin me construire avec des nouveaux codes. Parce que tous les codes qui étaient les miens, qu'on m'avait appris, en fait, ils s'avéraient absolument pas appropriés dans le monde en France quand je suis rentrée dans les années 80 avec mes parents. Donc il a fallu que je réapprenne tout. Et pour réapprendre tout, j'ai arrêté de parler de mon passé pendant très longtemps. J'ai commencé en fait à me replonger avec ça, puis à l'accepter, à l'accueillir vers l'âge de 30 ans. Donc pendant 15 ans, j'ai fait comme si tout ça n'avait pas existé. J'ai réappris tous les codes. Je suis rentrée, je suis quand même une bonne élève dans la façon de faire les choses, c'est-à-dire que je suis respectueuse des lois, des cadres, etc. Donc j'ai tout bien fait comme on m'a dit, j'ai fait des études. Bon, puis à un moment donné, tout ça a pété, mais enfin pété. J'ai continué, mais à un moment, ça a quand même craqué dans la forme parce que c'était plus tenable pour moi et j'étais vraiment très proche du burn-out. Au niveau des études? Pendant les études ou après? Après, Ok. Donc, après, parce que là, vous vouliez faire quoi de votre vie à ce moment-là, pendant vos études? moi j'ai toujours eu cette ambition de changer le monde à mon échelle. Ça a toujours été quelque chose qui était présent depuis toute petite. Et mon métier de rêve, c'était de faire de la radio. Je voulais être animatrice et journaliste radio, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'était mon premier métier. Donc je faisais des études pour faire ça. Puis très vite, en fait, comme j'ai besoin de faire les choses et pas juste de les apprendre, j'ai décidé que je faisais ça en plus de mes études. Et donc j'ai commencé tout de suite dans la radio avant même d'avoir terminé mes études. Et en continuant mes études en parallèle, ce qui est aussi l'une de mes marques de fabrique parce que je fais toujours au moins 3 trucs en même temps. Ouais, parce que du coup, vous avez rejoint Radio France, c'est Ouais, ça? tout de Tous suite, les... avant même d'avoir fini Ouais. ma maîtrise, ouais, j'étais encore en fac. Et du coup, pendant combien de temps? 5-6 ans, c'est ça? 7 ans, j'ai bossé pour 7 ans. Radio France en quotidienne, en antenne quotidienne sur les locales de Radio France, et puis avec des épisodes également pour les studios de Radio France. Donc, comment ça se passe à ce moment-là quand on se dit j'en ai marre, c'est plus ce que je veux faire, et j'ai envie de faire autre chose? Et ça fait 7 ans que j'ai fait ça, je l'ai fait en parallèle de mes études, j'ai toujours voulu faire de la radio, je l'ai fait, maintenant je veux faire autre chose. Comment on passe de l'autre côté? En Changer fait, de vie. ça s'est pas vraiment présenté comme ça. C'est que ça a été un déchirement d'arrêter la radio. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment arrêté puisque je continue les podcasts, je fais toujours plein de choses. Mm. Euh, non, ça s'est pas posé comme ça s'est posé plutôt en termes de choix personnels, puisque à l'époque, mon mari travaillait en région parisienne, je voulais des enfants, j'étais intermittente du spectacle, donc ça veut dire que j'avais des contrats annuels, que j'ai énormément voyagé, déménagé, je changeais de région tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin, à un moment donné, je me suis dit, et ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Maintenant, je le regrette pas, mais je sais à quel point c'est une erreur que c'était pas possible de concilier ma passion et ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et que comme en plus j'étais une femme, il fallait que je choisisse entre être mère et puis réussir ma carrière. Mm. Et donc, j'ai décidé de choisir d'être d'abord une maman, d'abord une épouse, et donc de trouver un travail qui me permettait de suivre mon mari et non pas de privilégier ma carrière à moi. Extrêmement intéressant. Et donc, au bout d'un moment, vous quand même décidé de changer de vie, devenir coach. Oui, alors c'est pas vraiment un changement de vie. Pour moi, il n'y a que des continuités dans ma D'accord. vie. Même si je sais que vu de l'extérieur, on se dit, oh là là, mais elle a fait des choses tellement différentes. Et en même temps, tout a une logique. C'est-à-dire que je travaillais dans l'informatique, donc dans les nouvelles technologies.
cette notion de sens, de à quoi je sers, je l'ai depuis aussi loin que je me souvienne, 5 ans, 6 ans, enfin toute petite. Hein. C'est un truc, je suis tombée dans la marmite tout de suite. D'ailleurs, ça devait être très pénible pour mes parents parce que je posais toujours plein de questions sur le pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi faire. Et, et donc, j'étais dans ce pourquoi faire, pourquoi on dépense des millions d'euros pour implémenter des solutions numériques et informatiques, et pourquoi il y a 5% des gens qui s'en servent, et pourquoi on parle de résistance au changement. J'avais besoin de comprendre parce que pour moi, ça n'avait aucun sens de dépenser autant d'argent dans des choses qui servaient aussi peu au final. Je voyais aussi que la formation, ça fonctionnait pas bien. Et j'ai jamais vraiment cru au fait que les gens résistent au changement. Donc, avec tous ces éléments-là, je me suis dit, bon, va falloir que j'aille chercher des outils que j'ai pas. Et ces outils-là, je comprends bien que c'est pas des compétences, c'est plus comprendre le mode de fonctionnement de l'humain. Donc, j'ai commencé à étudier le coaching, la sociologie, les neurosciences, plein de choses, en fait, pour me permettre d'aller chercher des clés pour accompagner les organisations à devenir plus efficientes dans leur façon de mettre en œuvre le changement, parce qu'en fait, à l'époque, on parlait essentiellement de processus, et moi, je voyais des humains. Puis je me disais, comment on peut faire le lien entre les humains et le processus? Il y a forcément un pont, quelque part, parce que les processus, ils sont bien portés par des humains, et en même temps, dans les entreprises, aujourd'hui, on ne parle pas d'humains. Là, on était dans les années 2000. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y avait une vraie séparation entre l'humain et le processus. Donc, je me suis dit, c'est OK, je vais devenir coach, puis je vais faire les deux. C'est-à-dire que je vais être coach pour les humains et puis être dirigeante d'entreprise pour les processus. Puis, à un moment donné, je ne sais pas comment, mais les ponts vont se faire forcément, parce que moi, c'était comme me demander de choisir entre les deux, c'était comme me demander de choisir entre mes deux jambes. C'était pas possible, en fait. Je trouvais que l'équilibre, il était naturel entre ces deux pôles, entre ces deux polarités. Donc, je suis devenue coach, mais j'ai pas arrêté pour autant de faire ce que je faisais avant non plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai enrichi par rapport à ma vision de comment je conduis des transformations, comment je conduis des innovations, comment je fais pour que les gens adhèrent de façon naturelle sans avoir besoin de la carotte et du bâton, de toujours avoir soit plus de primes, d'argent, plus de reconnaissance, etc., ou alors des sanctions. J'étais intimement persuadée qu'il y avait un autre chemin et que ce chemin-là, ça passait par le fait de se sentir utile, de trouver du sens à ce qu'on fait et d'être aligné avec ses valeurs et avec qui on est profondément. Déjà très précurseur il y a 22 ans de commencer à penser à ça. C'est ça. J'étais un peu trop en avance. Je suis enfin en phase avec la société. Ouf. Et là, vous avez quand même accompagné beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants. Quelle est la mission qui vous a donné le plus de fil à retordre, s'il y en a une? Je saurais pas vous répondre parce que là, comme ça, j'ai pas la sensation qu'il y en ait une qui m'ait donné vraiment du fil à Alors, celle qui retordre. vous a le plus stimulé. Alors, celle qui m'a le plus stimulée, c'est une mission qui a duré très 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 longtemps, qui a duré presque 5 ans pour le groupe Accor, où j'accompagnais tous les managers et tous les dirigeants de tous les hôtels de toute l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Maghreb, Moyen-Orient, Asie, Océan Indien, je crois que j'ai pas oublié de pays, et qui s'appelait People Planet Profit, donc qui était exactement sur mes valeurs, et dans laquelle justement il a fallu réfléchir il y a longtemps déjà, il y a plus de 10 ans, à comment on articulait ces trois volets à un moment où on se posait pas vraiment, en France en tout cas, cette question-là, mais où dans les pays émergents la question elle était vraiment essentielle, notamment dans les hôtels de luxe, parce que quand vous êtes au Burkina Faso et que vous êtes le 173e pays le plus pauvre au monde sur 174, et que vous devez travailler et vivre dans un hôtel avec de l'or partout, de l'électricité qui consomme la moitié de ce que consomme la ville principale du pays, et que vous vous faites engueuler parce que les fleurs sont fanées dans le vase. Il y a un truc complètement incohérent et incompréhensible pour les équipes. Il y a un décalage énorme du coup entre la vision d'un manager qui voit des process à respecter et
des règles à appliquer et un niveau de qualité de service, etc. Puis la culture de la personne et la culture du pays. C'est en fait là où j'ai été vraiment confrontée à la différence culturelle et aux écarts, j'ai envie de dire presque intergalactiques, entre des visions de management par processus et puis des cultures de gens qui doivent appliquer ces processus et qui comprennent pas pourquoi. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'à un moment, ils ont besoin de le remettre dans quelque chose qui fait sens pour eux à leur échelle. D'accord, question peut-être très naïve. On parle de processus depuis tout à l'heure. Est-ce que tous les changements sont obligés de s'opérer par un processus? Alors après, on l'appelle comme ça ou on l'appelle pas comme ça, mais en tout cas, quand on regarde comment ça se passe dans la nature, il y a des cycles. Hmm. Il y a le jour et la nuit déjà pour commencer, puis ensuite, en fonction de là où on vit sur la planète, il y a des saisons. En tout cas, il y a des temporalités saisonnières. Euh, on agit, on se repose. Donc, je ne sais pas si le mot processus est le bon, il est très occidental, mais en tout cas, je dirais qu'il y a des polarités, des cycles naturels. Pour le coup, c'est pas nous qui décidons. C'est quelque chose qui est bien plus grand que nous. Donc, c'est comment on met en adéquation le rythme de vie et le rythme de la vie avec un V majuscule, sachant que le rythme de la vie avec un V majuscule, il était là bien avant nous, il sera là bien après nous, enfin j'espère. et, euh, et on y est soumis, qu'on le veuille ou non, on l'a beaucoup oublié, on a tendance à vivre comme s'il faisait toujours jour et qu'on était toujours en été. Mais ça ne correspond pas à la réalité Hmm. de ce qui se passe dans le cycle de la vie. Et dans le cycle de la vie, il y a quelque chose que vous maîtrisez parfaitement et que j'aime beaucoup aussi, c'est la notion de sérendipité. Oui, parce que ça va avec. La sérendipité, c'est la capacité qu'on a à chercher des choses qu'on ne cherchait pas. Et en fait, je crois que soit on est dans une vision très, comment dire, égocentrique, je porte pas de jugement par rapport à ça, mais de penser qu'on peut tout maîtriser, soit on se dit que, mais en fait, on est une sorte de petit grain de sable à l'échelle de l'univers et que donc il y a plein de trucs qui nous dépassent complètement, puis on pourra jamais complètement les maîtriser. Je trouve que c'est ce qui est venu nous rappeler, parce que je crois qu'on le savait tous, mais quand on voit qu'un petit virus quelque part dans le monde peut avoir une incidence sur toute la planète à l'échelle à laquelle ça s'est passé, alors on se rend bien compte qu'à l'échelle d'un individu, on ne maîtrise pas grand-chose en fait. Donc si on ne maîtrise pas grand-chose dans les choses qui sont pas forcément géniales pour nous, c'est la même chose dans le positif en fait. C'est la sérendipité, c'est la capacité de pouvoir se connecter à ce qu'on n'avait pas encore imaginé. Rien qu'entre êtres humains, En fait, déjà. ouais, entre être humain, puis plus large. C'est-à-dire que moi, je vois le monde, comment dire, je vois le monde en trois niveaux. Je vois le monde dans l'échelle le monde du connu. C'est-à-dire, je fais ça, je vais obtenir ça. C'est le monde dans lequel on a plutôt été Éduqué. en France et en Occident, ouais, dans notre éducation et dans nos études. Si tu fais ça, tu vas obtenir tel résultat. Ok. C'est hyper important parce que c'est ce qui nous permet de sécuriser le fait que on va avoir un salaire à la fin du mois ou que si on fait telles actions, alors on obtient telle conséquence. Ça, c'est le monde du connu. Il y a le monde du possible. C'est-à-dire que nous, on l'a pas fait, mais on sait qu'il y a des gens qui l'ont fait. Donc la, on a l'idée que, ouais, c'est possible. Puis après, il y a le monde de la magie. C'est celui de la sérendipité. On n'imagine même pas, parce que ça fait pas partie de notre. C'est comme si on avait une banque d'images à l'intérieur de nous, un modèle de référence. On cherche un truc là, mais on n'imagine même pas parce qu'on n'a pas dans la banque d'images ça. Et puis il se passe des choses incroyables. Et en même temps, c'est pas complètement incroyable parce que souvent ça répond à une demande qu'on a faite et à un objectif qu'on avait mis simplement. Je crois que dans ce monde-là, il y a notre capacité à laisser arriver ce qu'on n'imagine pas, puis à pas se dire ah mais non mais c'est pas ça que je voulais ou pas comme ça ou pas sous cette forme, etc. Et juste de l'accueillir et de se dire tiens c'est pas comme ça que j'imaginais du tout le chemin pour aller là, mais finalement ça peut peut-être m'y emmener. Hyper intéressant. Une personne qui gère son agenda, son planning tous les jours, etc. Tout est millimétré à la minute près, qui veut justement atteindre cette sérendipité. Son moyen, c'est quoi? C'est prévoir des plages où il n'y a rien. C'est la seule possibilité ou il y en a d'autres?
Juste de laisser le hasard faire le cours Alors, des choses, sortir et ne rien attendre, se balader sans aller à un but précis, s'arrêter et parler. je pense qu'en fait, ça nécessite, dans ces fameux cycles, qu'il y ait un espace, quelle que soit la forme qu'on lui donne, qu'il y ait un espace pour le faire rien, ce qui n'est pas pareil que ne rien faire. Donc le faire Alors, rien, c'est quoi la en deux différence? mots, ouais, justement. Le faire rien, c'est justement euh, être dans une forme de gratuité, au sens où on fait des choses dont on n'attend rien en termes de résultats. Parce que la sérendipité, elle peut pas se produire quand on veut absolument obtenir un résultat. Et Hmm. c'est pour ça que c'est si complexe pour plein de gens, parce que c'est souvent perçu se faire rien comme une perte de temps. Puisque je suis pas sûre d'obtenir un résultat. Bah non, même on est très peu sûr d'obtenir un résultat, voire souvent il se passe rien. Donc, donc effectivement. Puis, donc il y a cet espace de temps à créer. Alors effectivement, c'est rarement dans une salle de réunion, quand vous êtes hyper pressé, que les choses se passent. Mais ça peut arriver aussi. Donc, et puis à l'inverse, on peut être en train de se balader puis de penser à rien, puis il peut ne rien se passer du tout. Donc je crois que c'est plus une capacité de... Si je reprends ce que je disais au début sur le faire et l'être, c'est une capacité d'être et pas de faire. Et de sortir de cette attente du résultat. Hmm. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs derrière que il y a une forme de gratuité là-dedans, ce qui est souvent pas simple dans le monde professionnel puisque tout ce qu'on fait dans un agenda, ça doit être rentable tout de suite. C'est sûr. Moi, je crois pas à ça. Je crois que dans l'agenda, effectivement, mais c'est comme ça que je le gère. Mais après, il y a plein d'autres façons de le gérer. Moi, personnellement, dans mon agenda, il y a des plages de rien parce que la nature ayant horreur du vide, je sais que de toute façon, il va y avoir des choses. C'est un peu comme ah, mais j'ai pas prévu d'urgence. Ben, en fait, dans mon agenda, il y a aussi des plages pour les urgences. Je sais pas quelles vont être les urgences, mais je suis sûre qu'il va y en avoir. Hmm. Intéressant. Donc moi, je fais, effectivement, je le mets, enfin, je le matérialise pour pouvoir avoir du temps. Donc je sais pas à quoi je vais l'attribuer, mais donc j'ai des temps qui sont des temps d'action, de résultat. Et puis j'ai des temps surprise, on sait pas. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, c'est du micromanagement, de la gestion opérationnelle, des trucs très concrets. Puis parfois, c'est du rien. Puis parfois, ça prend vraiment d'autres formes. Mais je me laisse cette opportunité de le laisser arriver dans ma vie et dans mon agenda professionnel et pas juste le week-end ou pas Hmm. juste le soir. Tout à l'heure, vous m'avez raconté comment la vie a bien fait les choses en vous faisant raccrocher les deux ponts, à vos deux ponts, mais à quel moment est-ce qu'il est important pour vous de sortir de sa zone de confort? En fait, je suis toujours dérangée avec la notion de zone de confort parce que je crois que je passe mon temps à être en dehors de la mienne, puis je me rends pas compte que j'en sors. Donc, en fait, je crois que quand on se pose la question, c'est qu'on est dedans. Parce que quand on n'y est pas souvent, en fait, on se demande plutôt comment on peut rentrer un peu tranquille, comment on peut se poser et sécher au soleil, quoi. Et puis, je sais pas si... Je suis pas sûre que tout le monde en ait besoin. Je crois qu'on est tous vraiment différents. Hmm. Et que l'essentiel, finalement, peu importe qu'on soit plutôt dans sa zone de confort ou plutôt à l'extérieur, c'est plutôt qu'on soit soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spontanément bien mieux dans des choses qui sont cadrées, qui ont de la routine. Et c'est bien parce que ça leur correspond. Le problème, c'est quand ça ne nous correspond pas et qu'on est là-dedans. Et puis à l'inverse, par exemple, moi j'ai toujours eu des postes où je crée mes postes. J'ai jamais pu prendre un poste déjà créé parce que je me connais, j'ai besoin de partir de zéro et de tout construire moi-même. Par contre, une fois que ça tourne, ça m'intéresse assez peu. Et c'est vraiment des profils de personnalité en fait. Donc moi, Hmm. je suis plutôt tout le temps en dehors de ma zone de confort, on pourrait dire, vu de l'extérieur. Sauf qu'en fait, ma zone de confort, c'est de créer des choses nouvelles. Donc c'est une forme de zone de confort, mais vu de l'extérieur, ça peut être perçu comme elle est tout le temps en dehors de sa zone de confort. Je vois, c'est très clair. Enfin, pour moi, c'est très clair. J'espère que ce sera aussi clair pour les auditeurs, mais c'est très très clair. Et si on continue de dérouler le fil de votre vie, vous avez été, vous êtes dans énormément d'associations, des think tanks sur le leadership, sur d'autres choses. Vous avez développé Leaders for a Good Planet, qui permet aux dirigeants justement d'incarner le changement qu'ils veulent dans le monde. On retrouve cette notion de sens une nouvelle fois. Vous abordez régulièrement le rôle de leadership, que ce soit dans votre podcast que vous avez lancé, sur vos différents réseaux sociaux. Mais comment est-ce qu'on le développe, le leadership?
Est-ce que c'est quelque chose qu'on a tous en nous? Qu'est-ce que c'est le leadership, venant de vous, spécialiste du domaine? Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi, ce que je vais vous partager, c'est ma façon de voir les choses, qui est pas forcément la plus courante. Je préfère préciser. Ma vision du leadership, ça veut dire savoir se diriger. Pendant longtemps, enfin, il y a encore plein de gens qui associent le leader et le leadership à quelqu'un qui est charismatique, c'est-à-dire quelqu'un qui va exercer le pouvoir et qui va prendre la parole et qui va avoir de la présence quand il rentre dans une pièce, etc., etc. Pour moi, ça, c'est du charisme, c'est pas du leadership. Et justement, la différence entre le charisme et le leadership, c'est que le leadership, c'est quelque chose de très naturel. Le charisme, ça se travaille. On va travailler sa voix, on va travailler sa posture, on va travailler la capacité d'être un bon orateur. Et beaucoup de dirigeants travaillent, font du média training, etc. Donc ça se travaille, le charisme. Le leadership, c'est comment spontanément on embarque les autres pour atteindre un objectif qui nous tient à cœur. Et en fait, il suffit de regarder un enfant pour voir que tout le monde, enfin, quand vous regardez les enfants dans la cour de récré, ils l'ont tous en fait. Ils sont tous en train d'essayer de se convaincre que il faut suivre il faut faire ça, il faut suivre ça. Donc on l'a tous, puis après on le perd parce qu'on se dit oui, mais en fait, moi je suis pas, j'ai pas la légitimité dans mon poste d'être un leader, parce qu'on associe en fait le leadership pour la plupart à une fonction hiérarchique. C'est deux choses fondamentalement différentes pour moi. Le leadership, c'est pas réservé aux dirigeants, c'est vraiment pour tous. Et puis le charisme et les fonctions de représentation, alors, sont effectivement des fonctions où on peut être un très bon exécutant et avoir allez, je vais être un peu provoque, et avoir le leadership d'une moule. On en connaît tous. Parce qu'on l'a pas développé en fait, parce qu'en fait pour développer son leadership ou pour le mettre en avant, ça veut dire oser faire sortir sa personnalité. Donc on peut être un très bon exécutant et puis être planqué derrière des process. D'accord? Ça enlève rien en fait qu'on peut être un très bon manager et un très bon dirigeant. Mais du coup, en fait, le leadership, ça oblige à se mettre un peu plus à poil par rapport à qui on est, à s'engager plus personnellement, à montrer ses vulnérabilités, ses forces, à parler de soi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, vous parliez du fait que j'accompagne les dirigeants. En fait, ce qui est moins connu, parce que c'est moins connu, mais j'accompagne en fait tout le monde, parce que justement, mon sujet depuis 10 ans maintenant, c'est de me dire, mais comment on peut vulgariser ça? Parce qu'en fait, c'est réservé à une élite, et moi, ça me pose un problème que ce soit réservé à une élite. Je crois que c'est vraiment quelque chose, en plus, aujourd'hui, là maintenant, dans le monde professionnel, dans le monde en général, on en a vraiment besoin. Il y a 61% des gens qui travaillent, des actifs en France et en Europe et dans le monde, qui disent qu'ils ont besoin de redonner du sens à leur travail, qui ont besoin de se sentir utiles. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais il y a des clés, et les clés, effectivement, c'est le leadership. Et du coup, j'ai monté une plateforme digitale qui est en train d'être lancée actuellement, qui s'appelle Hoston Job de Cœur, www.hostonjobdecoeur.com, dont l'objet est de transmettre cette dimension de leadership pour tous. Vous faites parfaitement la bascule avec ma prochaine question. Le lien sera en description dans tous les cas de votre nouveau site. La semaine dernière, je discutais avec un ami et il m'expliquait que lui, il ne trouvait pas de sens, mais plus du tout de sens dans ce qu'il faisait et qu'il ne savait pas réellement du tout ce qu'il voulait faire. Et je me suis rendu compte que c'était un sentiment partagé par beaucoup de monde, surtout depuis la crise sanitaire. Et c'était justement une de mes questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet homme et à toutes les personnes qui sont concernées par cette chose? Ils n'arrivent plus à trouver de sens. Déjà, allez sur votre site web. Oui, déjà, sachant qu'en fait, oui, il y a quand même beaucoup de solutions. Alors sur le site, moi, volontairement, j'ai mis en place un module gratuit pour l'ouvrir pour plus de gens possible. Donc ça, c'était important pour moi, parce que indépendamment du fait que les gens ensuite ont envie d'y aller ou pas, déjà, je voudrais que travailler, ça soit un plaisir et que tout le monde puisse y trouver du sens. Je trouve absolument pas ça normal. Enfin, il y a quelque chose qui vient me heurter sur travailler. On doit en chier, on n'est pas libre, on peut pas être soi-même. Ça a pas de sens. Pour moi, je voudrais vraiment que ça devienne quelque chose de tellement facile, de tellement simple et de tellement accessible pour tous.
parce que moi, j'ai eu cette chance, en fait, je pense, de par mon éducation. Ceci explique cela, mais c'est possible. Alors, comment on fait? Déjà, en ne confondant pas les moyens avec la destination. Je m'explique. Quand vous décidez de partir en vacances, vous commencez pas par vous dire je vais prendre ma voiture, ou je vais prendre mon vélo, ou je vais prendre ma trottinette, ou je vais prendre l'avion, ou je vais prendre le bateau. Si vous avez envie de faire quelque chose de précis, vous allez vous dire j'ai envie de partir en Angleterre, puis après vous allez décider si vous y allez en bateau, en voiture. Et aujourd'hui, quand on se pose la question du sens, on fait exactement pas ça. C'est-à-dire qu'on se dit je vais faire une reconversion, je vais faire un bilan professionnel, je vais faire quelque chose. Et on revient à cette idée de faire. Parce que c'est notre code, en fait. C'est comme ça qu'on a appris à faire les choses. Et bien, en fait, en faisant ça, c'est comme si vous disiez je vais prendre ma voiture. Ok, mais tu vas où? Ah oui, c'est vrai, je voudrais aller en Angleterre, c'est pas très approprié. Et donc, pour moi, le sujet, c'est de commencer par chercher le pourquoi je vais faire ça, où j'ai envie d'aller. Et ce où j'ai envie d'aller, il n'est pas lié à un bilan de compétences, il n'est pas lié à une formation, il n'est pas lié à une reconversion professionnelle, il n'est pas lié à un nouveau job, à une nouvelle entreprise. Il est lié à qui je suis moi. Et c'est tout l'objet, en fait, de ton job de cœur, c'est tout ce parcours de mes valeurs, le sens, qui je suis, puis après, transformer ça en projet professionnel. Parce qu'à un moment donné, je suis aussi certifiée en bilan de compétences et en accompagnement de carrière, mais c'est pas une fin en soi. J'ai arrêté, en fait, de faire du bilan de compétences pur parce qu'à un moment, j'étais absolument pas satisfaite de ce que ça produisait en termes de résultats. Bilan de compétences, ça veut dire compétences, ça veut pas dire personne. Donc on y retourne, on repart sur les compétences, on va acquérir des nouvelles compétences. Oui, mais trouver du sens, c'est pas acquérir des nouvelles compétences. Le sens, il est à l'intérieur de nous. C'est trouver qui je suis et comment je vais pouvoir traduire ça dans une forme concrète, aujourd'hui, dans un job ou dans un projet de création d'entreprise ou en tant que salarié et entrepreneur. On a tellement de possibilités. Hmm. Et vous avez eu l'honnêteté intellectuelle et le courage de créer quelque chose qui est nouveau depuis quelques années. C'est une société à mission. Vous avez décidé de construire Oui. votre société sur une société à mission. On n'en parle pas assez, je trouve, dans le débat public. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que par rapport à tout ce que je vous dis, à un moment donné, ça semblait cohérent d'être aligné moi-même avec mes valeurs. Bien sûr. Et que donc, la mission de mon entreprise, c'est d'accompagner l'économie du vivant, c'est-à-dire justement l'économie qui respecte les individus et la vie de façon plus large. C'est tout ce dont je parle depuis le début, c'est-à-dire qu'en sous-jacent, il y a toujours essayé de trouver l'équilibre entre moi et les autres, moi, les autres et le monde. Et si on parle de vous, qui êtes une personnalité multipotentielle, vous faites beaucoup de choses, vous êtes un peu hyper. Comment on gère une personne hyper dans une organisation? Ça a été longtemps compliqué pour moi, parce que, bon, déjà, je savais pas forcément que j'étais hyper. Et puis, donc, pour moi, c'était normal, puisque c'était mon cadre de référence, c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, on est atypique pour les autres, Pas pour soi-même. mais pas pour soi-même, jamais. Et puis, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait que je rentre dans les cases. Donc, j'ai tout fait dans ma première partie de carrière pour rentrer dans les cases, pour être une bonne élève, pour être acceptée des autres, pour avoir de la reconnaissance, etc. Puis, bon, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas possible. Et donc, j'ai compris aussi très vite que si j'assumais qui j'étais, alors je pouvais faire bénéficier de qui je suis au monde. Ça veut dire que j'assume de pas plaire à tout le monde, j'assume qu'on me trouve bizarre et atypique, j'assume qu'on trouve nul certaines choses que je fais, j'assume qu'il y a des gens qui comprennent absolument rien à ce que je fais. Ça veut dire que je suis pas là pour plaire aux autres, je suis là pour faire... C'est ça le leadership aussi. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour prendre une responsabilité dans le monde. Ça veut pas dire qu'on doit être quelqu'un de désagréable, de prétentieux, tout ça. Hein. J'ai pas dit ça non plus, je pense pas du tout être quelqu'un comme ça. Mais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, donc déjà autant se plaire à soi-même. Et en fait, vous savez, il y a eu une expérience quelques années. Moi, ça m'avait vraiment interpellé cette expérience. C'était ils avaient réuni dans une pièce, c'était des chercheurs qui avaient réuni dans une pièce une centaine de musiciens avec des instruments vraiment différents. Et en les laissant jouer de façon complètement déstructurée, pour ne pas dire bordélique. Et en fait, à un moment donné, il y a une note parfaite.
Ça dure 1 seconde. C'est au moment où chacun est vraiment, vraiment, vraiment dans sa partition à lui. C'est un peu, vous savez, aussi dans les expériences, quand dans l'armée, on traverse jamais le pont à la même Bien cadence sûr, parce il y qu'il a y un a un risque moment, d'effondrement. voilà, où quand on trouve le rythme parfait, boum. Mais en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si chacun est vraiment réglé sur sa note, sur sa cadence, à un moment donné, ça fait un truc parfait avec le reste du collectif. Hmm. Et c'est ça, en fait, d'arriver à assumer qui on est, qu'on soit hyper ou qu'on soit toute autre chose. Enfin, il y a plein d'autres caractéristiques diverses et variées. C'est arriver à assumer cette singularité, cette unicité. Mais justement, comment on y arrive? Quel conseil à donner à ceux qui n'arrivent pas à s'engager, à être eux-mêmes, à avoir peur d'être jugés? Comment on les aide à franchir Alors, ce pas? alors, bon, moi déjà, je peux vous partager que mon vécu. Je suis pas Hmm. dans le yaka faucon. Je partage beaucoup mon vécu parce que c'est ce que je connais, puis l'accompagnement de mes clients. Déjà, ça se travaille. C'est pas un truc qui est né. Moi, ça fait 15 ans que je suis coachée. J'ai quasiment toujours été coachée depuis le début de ma carrière. Et je continue parce que je considère que c'est comme se laver les dents. C'est jamais terminé. C'est pas parce qu'on s'est lavé les dents un jour que le lendemain, ça y est, c'est bon. C'est un processus d'évolution, en fait. C'est un processus de grandir, de réfléchir, d'avoir un espace où on prend le temps, justement, dans ce monde qui avance vite, etc., de s'arrêter, de se poser, de réfléchir à là où on va, de comment on y va, puis d'ouvrir, et c'est pour ça que j'aime être coachée, à d'autres regards, de sorte de pouvoir aller regarder la différence et aussi voir comment les autres pensent et s'enrichir de ça. Hmm. Donc, en fait, c'est pas un truc qu'on fait une fois, puis c'est bon pour toute la vie. Penser comme ça, c'est comme si on vous disiez bon, alors ça fait 30 ans, je me suis jamais lavé les dents, là, hop, je me lave une fois les dents, ça dure 2 heures, et puis terminé. C'est fini pour toute la vie. C'est parce que parfois, c'est ce que les gens viennent chercher en coaching. Oui, alors je voudrais régler ça. Oui, enfin, ça fait 15 ans que vous avez le problème, donc peut-être qu'en 1 heure et demie, on va pas y arriver. Ou peut-être que si. Mais voilà, il y a cette dimension de considérer que c'est pas un truc acquis, c'est pas une compétence qu'on acquiert puis on le sait une bonne fois pour toutes. Non, non, c'est un truc qu'on vient retravailler chaque jour. On re-questionne, on refait de l'introspection. Donc c'est aussi une façon d'approfondir tout le temps. Ça demande, je crois, une grande curiosité vis-à-vis de toi, vis-à-vis du monde, des autres. Et en termes de responsabilité, vous, c'est quoi vos objectifs à venir maintenant? Quels sont vos prochains buts? Transmettre. Transmettre? Ouais, là où moi j'ai 50 ans cette année, mais effectivement on m'avait dit tu verras, à 50 ans on est dans la transmission. Je confirme, à 50 ans on est dans la transmission. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de créer des programmes de transmission, etc., où c'est moi qui fais des contenus, qui fais des vidéos, qui fais des textes, qui fais des audios, etc., parce que je veux vraiment transmettre pas des compétences, ce que je veux transmettre c'est mon mindset. Parce que ce qui fait la différence entre un joueur de tennis qui est dans une assoce dans mon village et puis le meilleur joueur de tennis du monde ou les meilleurs joueurs de tennis du monde, c'est pas qu'ils savent faire des coups droits ou des revers. Ça, tout bon prof de tennis, c'est faire et enseigner des coups droits, des revers et des services. Ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette personne, elle a décidé que elle allait croire qu'elle pouvait arriver au numéro 1 mondial. C'est son mindset. Hmm. C'est pas le fait qu'elle savait faire des coups droits et des revers. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est vraiment de parler de mindset et pas de compétences. Et le mindset, c'est quelque chose qui s'affine, qui se travaille et qui est vraiment en lien avec justement sa personnalité et son histoire. Je crois qu'en fait, on a tous une histoire et on a tous exactement déjà tout. Et simplement, souvent, on va chercher parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, parce que ce qu'on a, on n'est pas très content, parce on préférait ce qu'a l'autre et tout. C'est comment je fais avec tout ce que j'ai déjà, qui je suis, mon histoire, les galères que j'ai eues, les échecs que j'ai eus, les réussites que j'ai eues. Comment je prends tout ça, puis j'en fais quelque chose. Moi, vous savez, ce qui m'aide, en fait, il y a un truc qui m'aide beaucoup. Quand je sais plus où je vais, ou quand je sais plus quoi faire, ou quand je sais plus quelle décision je dois prendre dans une situation, je me dis, ok, la version de toi, la grande version de toi, la version de toi là qui a 90 ans et qui raconte sa vie à ses petits enfants, est-ce qu'elle leur dirait là non mais alors là, vous voyez, j'ai arrêté mon entreprise parce que j'ai pas réussi à faire fonctionner
mes outils. Puis la personne que j'avais en technique, elle m'a lâchée. Et puis alors, je me suis mise à pleurer. Puis j'ai arrêté mon entreprise. Non, je peux pas faire un truc comme ça. Je vais trouver des solutions. Cette technique est redoutable. C'est redoutable. En fait, c'est se mettre à l'échelle de. Non, mais là, je suis dans mon truc où je suis en train de m'énerver, j'y arrive pas. Je pense que, voilà, je suis découragée parce que, comme tout le monde, j'ai plein de moments comme ça. Et, ok, est-ce que c'est ça que je veux qu'on retienne de moi à la fin? Est-ce que c'est ça? Est-ce que moi, j'ai envie de me dire de. Non, mais là, j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait, tu te rends compte, ça faisait 6 mois que j'essayais de faire décoller le business, puis ça marchait pas. C'est quoi 6 mois dans une vie en vrai? C'est sûr. Et qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos enfants? Je sais pas, je ris parce que s'il m'écoutait, je suis pas sûre qu'il aurait la même réponse. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il soit heureux et qu'il soit qui il est lui. Mon fils, parce que j'ai un fils qui a 21 ans, c'est un 180 degrés vis-à-vis de moi. On prend moi, mes valeurs, ma façon de penser, ce que j'ai envie de faire dans la vie, mon mode de vie, puis vous prenez mon fils, puis vous dites d'où sort-il? Ça a été un grand, comment dire, un grand apprentissage parce que moi j'ai fait des études, je viens d'une famille qui a fait des études, etc. Mon fils, le seul truc qu'il voulait c'était bosser à 16 ans. Euh, Enfin, c'était des schémas mais à l'opposé. Puis j'ai beaucoup lutté quand même, hein, j'avoue. Il faut que tu fasses des études, tu te rends pas compte. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, non mais lâche. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux comme il est et qu'il soit qui il est surtout. Et qui il est, ben oui, c'est à des années-lumière de ce que j'imaginais pour lui, clairement. Mais on s'en fout, en fait, il est heureux. Eh, est-ce que ça vous manque des fois? Est-ce que vous pensez à vous dire j'ai envie de retourner en Afrique? Est-ce que vous y retournez? Ça vous arrive? Je ne sais pas. J'ai retravaillé il y a quelques années en Afrique. Là, en fait, ça me manque pas. C'est pour ça que j'y retourne pas. Si ça me manquait, j'y retournerais. En fait, je suis plutôt quelqu'un quand un truc me manque, voilà, je le fais. Je me pose pas trop longtemps la question. Vous êtes un esprit libre. C'est comme ça que je vous vois, Sandrine. Et il y a quelques semaines, vous avez développé une idée extrêmement intéressante, enfin, qui m'a attiré l'œil et l'esprit. L'idée qu'en créant une entreprise, on n'est pas véritablement libre, puisqu'on reste attaché à certaines contraintes. Un peu pareil que le salariat. Donc le seul endroit où on peut être pleinement libre, c'est en soi-même, dans son esprit. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et m'expliquer comment cultiver cette liberté de l'esprit, justement? Je dirais que c'est de la liberté du cœur, plus que de l'esprit. Parce qu'effectivement, de toute façon, on pousse toujours les chariots de quelqu'un. Quand on est entrepreneur, on pousse les chariots de ses clients, on pousse les chariots de l'URSSAF, on pousse les chariots de qui on veut, mais de toute façon, on n'est jamais complètement libre. C'est un leurre de se dire j'ai plus de patron. Bah non, t'as plus de patron, mais t'as des clients. Donc l'un dans l'autre, puis tu dois rendre des comptes quand même sur ta société, etc. Donc en fait, on a toujours quelqu'un. Et c'est normal, on vit dans un monde où on n'est pas seul on est sur une île déserte, on est dans un collectif, donc tout ce qu'on fait est interdépendant avec le reste du monde. Ce qui n'empêche pas d'être libre profondément. Et être libre, ça veut pas dire je m'en fous des autres et je m'en fous des conséquences de ce que j'ai. Je crois pas du tout, moi je vois pas du tout la liberté comme ça. Je pense qu'au contraire, être libre, c'est savoir qui on est et se demander comment on va faire pour s'interfacer avec les autres et le monde. C'est beaucoup plus complexe en fait de voir la liberté comme ça parce que c'est facile de voir la liberté en se disant moi je fais ce que je veux puis je m'en fous des conséquences de ce que je fais, tellement simple. Et cette liberté là c'est la liberté de cœur parce que finalement c'est à la fois vouloir vraiment être soi-même puis en même temps vouloir vraiment aussi le faire pas que pour soi, le faire avec d'autres, le faire avec d'autres dans le monde. Donc il y a quelque chose, je crois qu'il faut beaucoup d'amour en fait pour voir les choses comme ça, beaucoup d'amour pour soi, beaucoup d'amour pour les autres et pour le monde, même quand ils sont très différents de nous, parce qu'il y a cette volonté de farouche. En tout cas, moi, j'ai cette volonté farouche de si je fais juste quelque chose qui est bon pour moi, puis que c'est mauvais pour les autres et pour la planète, alors ça n'a pas vraiment de sens. Je suis d'accord, c'est très clair. J'aime toujours poser quelques questions plus personnelles à la fin de mes entretiens. Déjà, une des premières, je ne sais pas si le terme va vous plaire, mais est-ce que vous avez connu des échecs?
Oh là là, des centaines, des milliers, plein, plein, Des plein, plein, des frustrations. petits et très, très Oui, gros. Oh là, oh oui, oh oui, oh beaucoup, beaucoup, tout le temps, puis encore beaucoup. Je suis d'une nature très impatiente, donc autant vous dire, hein, la frustration, c'est mon amie quotidienne. je comprends. Bien sûr, j'ai connu des échecs, des très, très gros, euh, comme ma première entreprise, avec laquelle j'ai fait une hyper croissance, puis il a fallu à un moment donné que je me rende à l'évidence que j'étais pas là où je voulais et que j'avais fait des très très mauvais choix d'associés, de clients, etc. Et que donc j'ai dû déposer le bilan et licencier quasiment 100 personnes. Bon, ça a été un apprentissage douloureux dont j'ai mis presque 10 ans à me remettre, hein, clairement, émotionnellement. Euh, donc celui-là, je pense que professionnellement, c'est vraiment mon plus gros échec. Mais en même temps, c'est aussi ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que jusqu'à ce moment-là, dans ma vie, quand je voulais un truc, j'avais toujours réussi tout ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais quelque chose, j'y allais, je mettais les moyens. Je suis une bosseuse aussi, c'est clair. Puis j'obtenais des résultats. Et puis à un moment, je me suis pris un mur, puis un très très gros mur. Et c'était bien parce qu'en fait, j'avais pas compris que ma grande phrase à l'époque, avant ça, c'était si on veut, on peut. J'avais pas compris que parfois on veut puis on peut pas. Donc j'ai appris un peu douloureusement, mais ça a complètement changé ensuite ma façon justement de voir le monde et notamment d'obtenir des résultats. Et comment on se relève après tel, un tel échec? En se disant que c'est pas grave d'échouer, on apprend. Pour moi, il n'y a pas vraiment. Enfin, l'échec n'est pas quelque chose de grave. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal au cœur. J'ai eu très honte, je me suis sentie très coupable. J'ai mis du temps avant de me pardonner à moi-même, mais c'est que de l'ego, ça. On s'en remet. C'est pas grave. C'est pas agréable, hein, mais c'est pas grave en soi. Je comprends, C'est juste de l'ego. je comprends. Qu'est-ce que vous faites du peu de temps libre que vous avez? Est-ce que vous avez des Ah, j'ai passions? plein de temps libre. Alors, le temps libre que J'ai vous avez, plein, vous plein de temps l'occupez à libre. quoi? Est-ce que vous avez des passions? Vous faites du sport? Ouais, je fais. Ah oui, oui, je suis une folle de. J'adore l'eau. D'accord. Donc je nage presque tous les jours. Et ma grande passion, c'est d'aller nager avec des dauphins sauvages partout dans le monde. Incroyable. Et donc j'accompagne aussi quelques groupes, voilà. Je fais de la danse et je fais du chant depuis de nombreuses années, mais vraiment le truc dont je peux pas me passer, c'est l'eau. C'est mon élément de ressource, c'est l'endroit où voilà, je nage et puis les choses se posent à l'intérieur de moi Pourquoi? Enfin, vous savez et l'expliquer? j'imagine que c'est parce que j'ai toujours vécu au bord de la mer en fait depuis toute petite, donc c'est vraiment un élément. Il y a des gens qui se ressourcent à la montagne, à la campagne. Moi, c'est l'eau, c'est mon élément. Ça m'apporte de la fluidité. En fait, voilà, quand je suis dans l'eau, j'ai la sensation que tout est tellement plus fluide et c'est comme si ça remettait de la fluidité dans ma vie tout de suite. Donc le fait de faire ça quotidiennement, je le vois quand des fois je me dis non mais là j'ai pas le temps, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur parce qu'en fait, ça me fait gagner un temps fou de chaque jour remettre de la fluidité. Ok. Fluidité dans l'esprit et dans le corps. Ça passe par le corps, puis en fait, vous savez, il y a trois façons de changer nos états. On a les émotions, les pensées et l'action, et ce qu'il y a dans le corps. Donc, quand on est bloqué dans les émotions ou dans les pensées, si on remet de l'action, donc en faisant du sport, ou en faisant quelque chose qui nous fait plaisir, simplement en marchant, alors on change tout le système. Hmm. Et souvent, en fait, on est bloqué au niveau des émotions et on se dit il faut travailler plus, en fait, au lieu de se dire, bah, je vais mettre de l'action, mais une autre action. C'est-à-dire qu'en mettant en mouvement mon corps, ben, ça va bloquer, enfin, ça va arrêter les émotions, ça va arrêter les pensées. Et du coup, une fois que tout ça va être arrêté, quand je vais ressortir de la piscine, pouf, je suis toute neuve, en fait. Parce que Reset. ouais, c'est ça, le processus émotion, pensée, action, ouais, c'est ça, il s'est renouvelé. D'accord. Quelle est votre destination favorite pour aller nager avec des dauphins, par exemple?
La mer Rouge. Ok. C'est là où il y a Génial. les plus beaux lagons du monde et les plus beaux dauphins en liberté, au sens où justement ils sont en liberté, puis ils sont par centaines et ils sont très accessibles, contrairement à d'autres endroits dans le monde. On peut vraiment nager avec eux. D'accord. Original comme avis. Je l'avais pas encore entendu. C'est incroyable en fait les dauphins. Et pourquoi ça vous Sauvages, fascine? j'entends. Parce que on revient à la liberté. Ouais. On revient à la liberté et au groupe. C'est-à-dire que c'est une espèce qui est incroyable sur la capacité de jouer, d'être libre, etc. Et en même temps, il fonctionne en collectif tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand il respire, il monte à tour de rôle à la surface, etc. Et ça se fait spontanément. Et quand vous les voyez passant et que d'un coup, ils décident de tourner, et ben ils tournent tous en même temps. C'est un truc incroyable. Et moi, pour moi, c'est l'illustration de façon naturelle. En fait, j'aime bien m'inspirer de comment fonctionne la nature, parce que je trouve que c'est une richesse en termes d'enseignement et d'apprentissage qui est énorme. Et nager avec des dauphins, ça a été vraiment la première fois que j'ai eu un choc, mais vraiment, je me suis dit waouh, mais c'est ça l'intelligence collective. Hmm. Mais enfin, c'était pas intellectuel, c'était une compréhension instantanée, immédiate dans mon cœur de ah ouais, c'est ça l'intelligence collective, c'est ça la vraie liberté, l'intelligence collective. C'est un truc de fou. Ouais, c'est des notions extrêmement intéressantes qui sont justement très bien mises en avant par Jung et tous ses travaux sur l'intelligence collective que je peux que recommander aux auditeurs de lire et de relire. Est-ce que justement il y a un film ou un livre qui vous a marqué, vous personnellement? Il y en a plein, mais alors mon livre de chevet, c'est Prévert. De toute façon, ça, c'est parole de Prévert, c'est de la poésie. Je suis une grande rêveuse, donc j'ai besoin d'aller me ressourcer aussi dans la poésie. Je pense qu'à un moment donné, pour avoir cette capacité de rêver, hein, parce que c'est de ça qu'on parle aussi à travers le leadership, à travers tout ça, c'est une grande capacité de rêver. Mais pour moi, le rêve, c'est pas une utopie. C'est-à-dire que les rêves, on essaie de les mettre en place. Les utopies, bon, non. C'est la différence entre un rêve et une utopie. Donc, ouais, c'est un livre de poésie. C'est de la poésie, forcément. Parce que à travers ça, ça ouvre tellement de possibles et de rêves, pour moi. Très clair. Et une dernière question, Sandrine, si des auditeurs veulent vous écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, il y a plein d'endroits. Déjà, il y a tous mes comptes sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez pas me rater, logiquement. Ils seront tous en référence. Si vous rentrez, ne serait-ce que mon nom sur Google, voilà. Et puis ensuite, ben, selon ce qui est le mieux pour vous, vous me contactez en message privé via l'un des réseaux. C'est parfait. Et bah franchement, un grand merci Sandrine de votre temps et de vos très bonnes leçons. Cet épisode c'était même limite une masterclass. Parce que vous avez apporté beaucoup de richesse. Donc merci. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.